C'est l'heure à présent de notre focus consacré au monde de l'intelligence artificielle, sans doute la technologie qui progresse le plus rapidement et qui sert notamment dans la lutte contre la délinquance ou encore dans les affaires de terrorisme, mais aussi dans le commerce en ligne, par exemple. Le pays en pointe dans ce domaine, c'est la Chine, qui compte pas moins de 170 millions de caméras de surveillance sur son territoire et compte en installer 450 millions d'ici 2020, des caméras désormais équipées de systèmes de reconnaissance faciale, ce qui soulève évidemment de nombreuses questions éthiques. Voyez ce reportage de Pierre-Philippe Berson. Le Temple du Ciel, l'un des monuments emblématiques de Pékin, en passe d'être concurrencé par une nouvelle attraction. Elle se situe à quelques mètres du temple, dans les toilettes publiques. Pour obtenir du papier toilette, passage obligé devant ce distributeur à reconnaissance faciale. La règle est simple, pas plus de 3 feuilles par personne. La caméra reconnaît ceux qui tentent d'en obtenir davantage. Installé en mars dernier à titre expérimental, ce type de distributeur pourrait être généralisé. En Chine, la reconnaissance faciale ne se limite plus aux toilettes. À l'université aussi, cette technologie gagne du terrain. Dans les dortoirs pour filles de la faculté de Pékin, plus besoin de clés. La porte s'ouvre après analyse du visage par la caméra. Dans quelques mois, tous les logements sur le campus seront équipés de ce procédé qui ne soulève pas la moindre critique chez les étudiantes. C'est plus sûr. Les inconnus ne peuvent pas rentrer. Ce n'est pas un cauchemar de science-fiction. C'est tout simplement un progrès. La technologie améliore nos vies. La reconnaissance faciale envahit désormais la vie des Chinois. Le secteur est en pleine expansion, plus 15% par an. Et d'ici 2020, les ventes devraient dépasser les 6 milliards d'euros. L'entreprise baptisée Face++ est l'un des leaders sur le marché chinois. Valorisée à 1 milliard de dollars, cette start-up doit son succès à ses innovations en matière de lecture d'images. Sur ces écrans, on peut voir que tous les visages sont scannés en temps réel. Grâce à ces lignes que vous voyez en surimpression sur mon visage, la caméra peut me reconnaître, même de profil, et jusqu'à 30 degrés en rotation sur la gauche ou sur la droite et 15 degrés de bas en haut. Chez Face++, tous les salariés ont donné leur empreinte faciale. Des caméras filment et enregistrent leurs moindres mouvements. L'entreprise se spécialise sur la sécurité, un secteur florissant. La Chine compte 170 millions de caméras de surveillance et devrait en installer 450 millions supplémentaires d'ici 2020. On peut désormais convertir une vidéo comme celle-ci en source d'information pour la police. Ici, par exemple, on peut connaître en temps réel l'emplacement précis de cet homme qui est un criminel en fuite. D'autres pays disposent de technologies similaires, notamment les États-Unis. Mais la Chine est le premier pays à vraiment la mettre en œuvre. Dans un pays autoritaire comme la Chine, personne ne critique publiquement cette surveillance à outrance. Pas une voix ne s'élève pour la protection des données personnelles. Seul un artiste s'interroge sur cette omniprésence de la vidéo. Xu Bing est plasticien et cinéaste. Il a réalisé le film Dragonfly Eyes, ou les yeux de la libellule, uniquement à partir d'images de caméras surveillance. Il n'y a pas d'acteurs, seulement des anonymes filmés à leur insu. La ressemblance physique entre certaines personnes permet à Xu Bing d'identifier des personnages et de construire un scénario. L'artiste a récupéré ces images de caméras de surveillance disponibles sur Internet. En Chine, des centaines de sites diffusent ce type de vidéos. Il a compilé plus de 7000 heures de bande. Sur ce projet, on a travaillé plus d'1 an, presque 2 années complètes à vrai dire. On n'a pas arrêté de télécharger et de visionner des vidéos. On avait une vingtaine d'ordinateurs dans l'atelier qui fonctionnaient 24 heures sur 24. Tout ce travail a nécessité la collaboration de 5 ou 6 personnes selon les jours, mais toujours à plein temps. Il en ressort un film sombre et inquiétant qui pose la question de la surveillance généralisée. Après avoir regardé toutes ces images, mes assistants faisaient plus attention quand ils sortaient dans la rue. Ce film, par moments, il fait peur.
Au cours de son élaboration, j'ai senti comme une angoisse qui montait en moi. Ce film est le portrait d'une Chine actuelle, mais le réalisateur l'assure, cela pourrait bientôt être une réalité universelle. Et on en parle avec notre invité Fabrice Epelboin, enseignant à Sciences Po Paris, cofondateur de Yugosha, société de sécurité informatique. Bonjour Fabrice Epelboin, merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Alors on l'a entendu de ce reportage, 170 millions de caméras de surveillance en Chine équipées de reconnaissance faciale pour la plupart, plus du double qui est prévu d'ici 2020. C'est pas un peu inquiétant ça ? Rapporté à la population, c'est comparable à l'Angleterre et bientôt à la France. Ça n'a rien d'extraordinaire. La Chine est un pays gigantesque. Les chiffres, dans l'absolu, sont énormes. Mais encore une fois, rapporté à la population, c'est pas si phénoménal que ça comparé aux pays occidentaux. Qu'en est-il justement ailleurs dans le monde ? Est-ce qu'il y a de nombreux pays qui utilisent ces systèmes de reconnaissance faciale dans ces caméras de surveillance ? Alors, tous les pays développent ce genre de technologie. La Chine l'admet publiquement parce que c'est une dictature, elle peut se le permettre. En général, c'est plus discret dans les régimes démocratiques, mais toutes les grandes nations développent ce genre de technologie. Il y a un risque réel justement de dérive dans nos sociétés démocratiques ? Les risques sont multiples. Il y a évidemment un risque de disparition totale de la vie privée. Il y a une multitude... En cas de fuite, par exemple, de données ? Bugs. Les fuites de données sur la reconnaissance faciale, c'est typiquement ce qu'on est en train d'enregistrer en ce moment sur Internet, qui pourrait être utilisé pour débloquer votre smartphone si vous utilisez des systèmes proposés par Samsung pour verrouiller votre smartphone avec votre visage. Donc les fuites sont infiniment plus faciles, mais les fuites et les effets de bord peuvent être multiples. Typiquement, vous passiez, un peu avant mon arrivée sur ce plateau, des images de manifestations dans un pays qui est un régime autoritaire. Avec une technologie de reconnaissance faciale, il serait extrêmement facile d'identifier ces personnes-là et de les arrêter. Donc l'intégralité des participants à une manifestation, par exemple ? Bien sûr, il suffit d'utiliser les caméras de vidéosurveillance que vous trouvez dans la rue. Cette technologie, est-ce qu'elle est totalement fiable et est-ce qu'il y a des moyens, d'une manière ou d'une autre, d'y échapper si on refuse, disons, d'un point de vue éthique, cette utilisation de la reconnaissance faciale ? À ce jour, elle n'est pas particulièrement fiable, mais on peut imaginer que la fiabilité s'améliore et les moyens d'y échapper consistent à mettre en place des maquillages qui sont extrêmement visibles et particulièrement étranges. Donc non, il n'y a pas vraiment moyen d'y échapper en dehors de cacher son visage, ce qui en France typiquement est interdit par la loi et ce n'est pas un hasard. C'est dans cette lignée-là qu'on a interdit de cacher les visages. Et dans les pays moins démocratiques, voire autoritaires comme la Chine, justement, ça sert le pouvoir à asseoir son autorité encore plus ? Bien sûr, ça sert au pouvoir à traquer des opposants, en Chine comme ailleurs, mais ça sert aussi à geler les velléités de protestation qui peuvent survenir parmi la population, parce que la population se sait surveiller en permanence, et ça, c'est un effet qu'on constate aussi bien aux États-Unis qu'en Chine qu'en France. Par ailleurs, quels sont les usages qui peuvent être faits de la reconnaissance faciale, de ce genre de surveillance dans le domaine industriel ? L'accès à des zones protégées, typiquement, c'est le premier usage qui semble évident. La surveillance des employés, le pistage des employés. En dehors de ça, en zone industrielle, on trouvera certainement 1000 autres applications, mais c'est essentiellement de l'accès sécurisé. Et des consommateurs également ? Bien sûr, verrouiller votre smartphone, c'est déjà une fonctionnalité des prochains Samsung. Je crois qu'Apple travaille sur la problématique. Facebook avait lancé, mais heureusement c'était arrêté en cours de chemin, des fonctionnalités de reconnaissance faciale. Le logiciel de gestion de photos d'Apple proposait cette fonctionnalité-là. On a déjà vu des dérives. Typiquement, pendant les émeutes à Londres, il y a quelques années, des citoyens avaient utilisé ces logiciels pour faire de l'identification des émeutiers et faire eux-mêmes leur propre justice, ce qui, dans un pays démocratique, est un problème. Donc ces systèmes de reconnaissance faciale sont déjà accessibles au grand public ? Absolument. Dans quel autre exemple, à part dans cette manifestation à Londres que vous avez évoquée ? Vous allez avoir une multitude d'effets de bord qui sont très difficiles à anticiper. Le fait typiquement qu'on puisse vous reconnaître dans une photo, dans la mesure où tout le monde prend des photos, tout le monde a un appareil photo chez soi et tout le monde a une multitude de plateformes sur lesquelles est publié, ça vous ôte toute possibilité de vie privée. Une soirée entre amis, un événement quelconque, vous pourrez être identifié et vous allez voir venir des logiciels grand public accessibles sur Internet qui serviront très concrètement à traquer toutes vos apparitions sur toute photo, toute plateforme confondue, assez rapidement. Que faire alors pour se protéger concrètement ?
Il n'y a pas vraiment de solution. On ne peut pas vraiment compter sur une législation. Je crois que la surveillance est en marche depuis maintenant longtemps. La législation ne va pas du tout dans le sens d'un encadrement de la surveillance. Il faut juste commencer à anticiper les effets de bord. Merci beaucoup Fabrice Epelloin pour votre intervention aujourd'hui sur France 24. Voilà.